cette semaine, je suis ravie de recevoir Christophe Juville, le restaurateur derrière le succès notamment de la chaîne de restauration Spock. Avec plus de 60 restaurants à son nom, on peut dire que Juville rime avec succès et pourtant, le chemin était particulièrement semé d'embûches. Hello Christophe, ça va ? Hello Paulette, oui. Tu sais que je me suis dit que tu avais vraiment un mental d'entrepreneur. Parce qu'hier soir, tu as fêté les 3 ans de Lolo. J'ai vu les stories. Ça sentait l'alcool. Jusqu'à chez WAM. Aujourd'hui, tu fais quoi ? Un podcast et du yoga ? Non, mais le yoga s'imposait à moi aujourd'hui. C'était quoi ? C'était yoga, hot yoga ? C'était quoi ? Ouais, non, c'était pas un hot yoga. C'était un yoga vinyasa, mais un peu tonique. En plus, quoi. Tous les dimanches soirs à 17h. Est-ce qu'on a le droit de citer où on peut dire l'endroit ? Bah ouais. Oui, tous les dimanches soirs à 17h à la Montgolfière. Okay. Olivia Courbis, qui est une amie et qui est extrêmement talentueuse. Donc tu peux pas la lâcher en plus de ça. Je peux pas la lâcher. Et qui m'a rappelé ce matin à l'ordre à 11h. C'est comme si elle avait eu, tu sais, un sens aigu, comment dire. Elle s'est dit, tiens, il faut absolument que je sais qu'il est en ramasse, je sais qu'il est au fond de son lit, mais elle m'a vraiment littéralement écrit ça, quoi. J'étais tordu de rire et elle m'a dit, tu ne pourras pas te défiler, tu viens ce soir à 17h. Et à plus tard, point. Et je me suis dit, bon, je suis obligé, c'est la raison pour laquelle je t'ai décalé. C'était un ordre, du coup. Oui, voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de te décaler l'horaire. Oh bah, je te rassure, moi j'ai rien fait de ma journée à part manger des patates, un steak et tuer des zombies sur Resident Evil 2. Voilà, on a deux définitions différentes. Sunday, gros programme. Bon, on va rembobiner ton histoire. On a parlé de ton parcours. Moi, il y a un truc que je trouve déjà très intéressant, c'est que tu viens pas du milieu de la finance, parce qu'on pourrait se dire que c'est le cas. Tu sais, qu'un businessman qui développe beaucoup de restaurants. Oui. Toi, t'as arrêté tes études tôt et t'es passé par toutes les étapes en cuisine, c'est ça ? Oui. D'une part, je viens pas du milieu de la finance, et d'autre part, contrairement aux idées reçues, mais ce que je trouve assez normal au regard de la taille du réseau Spock aujourd'hui et des restos que j'ai pu développer en parallèle, on aurait plutôt tendance à imaginer que j'ai une famille aisée entre guillemets au départ. Bah, c'est peut-être ton nom de famille Bolloré qui ont mis sur une piste. Je savais que ça allait porter à confusion. Oui, bah Bolloré, ça ne loupe pas. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, tu viens pas d'une famille je viens pas d'une famille aisée, bien au contraire. Je viens d'une famille très modeste. Et je suis issu des quartiers nord de Marseille. C'est des quartiers qui sont des quartiers sensibles avec une population très modeste. Et mes parents ils vivent encore pas dans la cité même, mais juste à côté. Bref, donc j'ai grandi toute mon enfance dans une cité qu'on appelle Félix Piat, qui était autrefois dans le palmarès des cités les plus dangereuses de France, tu vois. Donc imagine-toi même ce genre de classement. Donc je crois que c'est un peu cliché ce que je vais te dire, mais j'ai envie de te dire que si tu arrives à te sortir de ce schéma qui pourrait être hélas tracé à l'avance lorsque tu es enfant et que tu évolues dans cette cité. Si tu arrives à t'en sortir, tu vas avoir une telle niaque quelque part, tu vois, tu vas avoir là aussi une phrase cliché, mais t'as une revanche sur la vie à prendre. Et puis voilà. Ouais, ça donne une flamme intérieure. Bah, t'es déterminé, quoi, tu vois. Oui, et puis en plus de ça, dans ta cité, j'imagine que t'as pas beaucoup d'exemples de restaurateurs qui ont monté des franchises. Non, hélas, il y en a peu. Alors, il y a quelques amis d'enfance qui ont des petites pizzerias à côté, à proximité, tu vois. À Marseille, il y a mais je crois qu'en Île-de-France aussi, mais on a le bar à chicha qui est très développé chez nous. Et autour des cités, il y a beaucoup de bars à chicha qui sont tenus justement par des locaux. Hein. C'est pas ces personnes. T'as personne qui vient d'ailleurs qui va venir ouvrir un bar à chicha dans ce coin-là. Donc les copains d'enfance sont plutôt dans ce schéma-là. Certains sont en prison, certains sont plus là
parce que les parcours de vie ont fait que voilà. Et puis voilà, donc et donc toi tu commences en cuisine. Moi je commence en cuisine puisque à l'âge de 15 ans, je suis déscolarisé, c'est-à-dire que je n'ai pas de à la fin de la troisième, j'ai pas d'autre option que d'aller travailler parce qu'il y a aucun lycée tu vois, j'ai un parcours, personne ne souhaite me prendre dans leur section, bref, professionnelle ou encore moins tradie. Et je commence au lycée hôtelier de Marseille en tant qu'apprenti cuisinier. Ça te plaît? Ouais, j'aime bien. Je découvre un métier passionnant pour des gens passionnés, parce que ça généralement ça va de pair. Et puis je me dis que bien sûr je sais que ça va être un métier compliqué parce que les horaires, parce que on le sait tous, la pénibilité, mais c'est un métier qui est extrêmement formateur, même pour la vie en général, tu vois. Là, je te racontais des anecdotes personnelles sur le rangement, la propreté. Bref. J'aurais peut-être dû faire un tour en cuisine, moi aussi. J'ai fait un petit rangement avant que t'arrives, hein, parce que. Ah oui, d'accord. Mais c'est très bien rangé. Non. Merci de cette délicate attention. C'est quand même bordélique, c'est ça qui est terrible. Non, mais c'est très bien rangé. Bon, bref, on racontait le fait que toi, oui, maintenant, t'aimes que les choses soient ordonnées et bien calées. C'est exactement ça. Et je tiens ça de mon chef de cuisine historique lorsque j'étais apprenti, où en cuisine, il suffit de regarder le plan de travail d'un cuisinier, d'un chef, d'un sous-chef, d'un commis et d'un chef de partie, et lorsque tu regardes son plan de travail, ça te donne une idée plus ou moins, enfin même assez précise de l'organisation de ce gars-là, ça te donne de son hygiène, tu vois, de la manière dont il bosse, et c'est très clair, quoi, tu vois. Je trouve ça génial pour un jeune qui est un peu paumé, qui est déscolarisé, de se mettre dans une cuisine où tout d'un coup, on t'apprend à ordonner déjà tes idées, ton emploi du temps, ta manière de te comporter envers les autres, parce qu'il y a une vraie hiérarchie. Oui, en fait, t'apprends la rigueur, évidemment. Ouais, exactement. T'apprends la hiérarchie, t'as tout à fait raison. C'est bien expliqué. T'as cette notion de hiérarchie parce que t'es dans une brigade, donc selon la taille de la brigade. Une brigade, je sais pas, il n'y a pas de brigade standard, mais globalement 5-6 personnes dans une cuisine. T'as cette hiérarchie avec un chef, un sous-chef, des chefs de partie, tu vois. Donc, et bien là, il faut respecter ta hiérarchie. Puis oui, il faut être organisé pour le service. Bref, il y a un tas d'éléments qui font que la cuisine, c'est hyper formateur, quoi. Donc tu bosses, et à 24 ans, ouais. C'est 24, hein. Oui. C'est jeune, 24 ans, putain. Oui, à 24 ans, tout à fait. Je suis jeune papa. Enfin, c'est jeune, et à la fois, je suis en train de rebondir à ma propre question. C'est jeune, mais toi, tu bosses déjà depuis l'âge de 15 ans. Donc, en fait, on peut pas comparer ça au parcours de quelqu'un qui... c'est très intéressant ce que tu dis, c'est très vrai. C'est que dès lors que tu rentres dans la vie active, et je suis sûr qu'autour de toi, tu dois avoir des amis, un ou une au moins, qui a dû par les parcours de vie rentrer dans la vie active très tôt, et devenir un homme ou une femme assez tôt, prématurément, j'ai presque envie de te dire, t'es conditionné, quoi, tu vois. C'est clair. Dans ton esprit, c'est une évidence. C'est-à-dire que là, je vois encore... je vois des copains qui ont la trentaine, ils sont toujours pas prêts à avoir une vie de famille, des gosses, et c'est marrant parce que je parlais avec une pote tout à l'heure, et généralement sans faire de clichés, tu vois, mais pardon, je m'évade un peu du sujet, mais non, quand t'es et surtout à Paris, une meuf de 30 ans, on est plus lent à Paris. Alors oui, c'est ce que j'observe. Ouais. Alors il y a ce côté-là, mais tu vois, il y a des attentes souvent des femmes, et je comprends, tu vois, de la trentaine pour des tas de raisons que l'on connaît, mais souvent il y a des attentes, et tu vois, les mecs ils sont pas en phase avec ça, et souvent les phrases qui reviennent c'est il se projette pas, moi je me projette, il me propose pas de projet, enfin lui voilà, donc il y a pas de projet de vie, et là tout à l'heure moi je me suis pris un tunnel, tu vois, c'était ça, c'est donc j'ai laissé dérouler le truc. Ma vie. Non mais tu vois, c'était vraiment ça, quoi, c'est
Et j'ai l'impression que autour de moi, j'ai 2-3 amis IES qui sont dans ce cas-là, tu vois, proches, qui me confessent très souvent ce genre de situation, tu vois. Le mec est bien, tu tombes sur un gars qui est hyper cool, mais il y a un manque, alors soit de courage parfois, ou il y a pas tu vois, j'en sais rien. Bon, moi, on va créer un groupe de parole, tu me donneras leur numéro et ah ouais, très volontiers, ouais, tu pourras. Mais alors oui, toi, du coup, t'es jeune papa, t'as 24 ans, ça fait déjà 10 ans donc que tu bosses. Ouais, ça fait déjà quasiment 10 ans que je bosse, donc je suis prêt. Donc j'ai mon premier enfant Mathéo qui naît à ce moment-là. Et puis j'ouvre 15 jours plus tôt, j'ouvrais mon premier restaurant qui s'appelait La Girafe en 2000. Voilà. Ok, waouh. Et comment tu fais? Alors bon, c'est très indiscret ce que je vais te demander, mais comment tu fais? Tu lèves des fonds auprès d'investisseurs? Non, je lève pas de fonds. Comment on fait pour lancer son restaurant à 24 ans, en fait? Ouais, ça a été une galère. En fait, c'est que de la débrouille et un peu de mensonges auprès des banques. Okay. Et j'ai réussi à... T'inquiète, je suis en train de regarder Madoff. Ah oui, on m'a conseillé. On m'a conseillé. Je pense que je vais me le faire ce soir. Mais alors, je crois que bon, lui était un génie de l'escroquerie visiblement, mais ce qui n'était pas mon cas, je te rassure. Non, moi, j'ai tout simplement, c'est des petits mensonges comme assez courants souvent. À l'époque, ça se fait plus maintenant, je crois. Mais tu pouvais dire à ton banquier, par exemple, que tu avais 100 000 euros d'apport, tu ne les avais pas, et il n'y avait pas de, une fois de plus, c'était il y a très longtemps, donc il n'y avait pas de vérification vraiment qui était faite, tu vois. Ils te débloquaient les fonds, le prêt sur des factures, sans vérifier que toi tu es déposé avant. C'est-à-dire que le banquier t'écrivait ou t'appelait pour te dire à l'ancienne, tu vois, au téléphone, oui, Monsieur Juville, il va falloir, va falloir débloquer votre apport de 50 000 euros, il faudra le déposer sur ce compte-là. Oui, je le ferai, et en fait tu le fais jamais, ou tu ne déposes que 20 000, tu vois, voilà, parce que t'as pas plus, moi j'avais pas plus, donc tu ne déposes pas le reste et en fait, tu gonfles des factures travaux, enfin, tu gonfles un devis travaux, mais en réalité, voilà. Mais en fait, c'est pas une escroquerie, ça va coller, quoi. Mais c'est juste que les banques, le principe, c'est de prendre le moins de risques possible. Bon, voilà. Donc, tu composes avec ça, quoi. Oui, je m'en suis très bien sorti et ça marche, quoi. Tu vois, voilà. Ok, mais c'est intéressant de comprendre comment est-ce que tu fais, parce que tu le disais, t'as pas d'argent derrière. Non, j'ai rien, j'avais quelques économies, pour être très précis, je devais avoir 10 000 balles d'économies, tu vois, en ayant travaillé tout ce temps-là, en ayant fait des serveurs, en cuisine, barman, bref. Donc j'ai dû réunir 10 000 balles, j'avais une voiture que j'ai vendue, ça m'a fait 10 000 balles de plus. Donc en gros, j'arrive à avoir un petit apport de 20 000. Je mobilise pas mal de potes pour venir m'aider à faire les travaux. Je fais des faux devis de travaux. Enfin, je gonfle le budget travaux et bon, ça passe. Et je prends un bricoleur, tu vois, je prends pas l'entreprise avec lesquelles, par exemple, je pourrais bosser aujourd'hui sur les Spock, les Lolo, les figures, bref, tous les restos que j'ai, mais voilà, je les paye un peu en espèces et tout le monde se débrouille comme ça et finalement, je sors un très beau resto. Et tu lances Girafe? Ouais, je lance la Girafe, ça cartonne, ça dure 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, fort de ce succès, on me propose un nouveau lieu toujours à Marseille, sur le vieux port de Marseille, un resto qui a un parti pris architectural très fort et qui fait parler de lui, entre autres, par rapport à ça. Ok. Voilà. Donc le resto, pareil, dès son ouverture, faut replacer les choses dans leur contexte. On n'a pas les réseaux sociaux à l'époque. Ouais. C'est ce que je te disais lorsqu'on en discutait la dernière fois. Donc, pour lancer un resto et pour faire savoir que tu as ouvert un resto en 2003, enfin même en 2000, je te laisse imaginer dans une ville de province le parcours du combattant, quoi. T'es obligé, limite, c'est dans le journal local, tu vois. Bien sûr. Oui, c'est ça. La radio. Exactement. C'est tu passes à la radio pour dire. Mais pour ça, il faut avoir du réseau. Il faut avoir de l'argent aussi. Un peu, voilà, il faut avoir de l'argent. Ou si t'as pas d'argent, ce qui était mon cas, eh bien, il faut avoir du réseau. Donc là, j'avais du réseau, donc j'avais de la chance. J'avais 2 amis qui bossaient, le journal local, c'est La Provence, à Marseille, qui était journaliste pour La Provence. Et puis,
c'est un échange de bons procédés. Elles avaient besoin de contenu aussi, donc tout le monde oui. était content, tu vois. Voilà. Donc, et puis il y a un nouveau resto un peu cool dans ta ville, mais tout le monde est trop saucé. Et puis voilà, on arrive à ouvrir ce deuxième resto. Ça a beaucoup de succès. Le resto s'appelle Zé. Ça marche très fort. Le premier continue de fonctionner tout autant. Tout va bien. Et puis quasiment les prémices des mises en péril des immeubles à Marseille, tu vois. Mais toi, t'as un souci dans cet immeuble-là. Moi, j'ai un souci dans cet immeuble. Il y a une station de relevage d'égouts. Alors, je suis pas à Noailles, je suis sur le Vieux-Port. À l'époque, il y a une station de relevage d'égouts qui a été, ce qu'on appelle, qui est déposée, donc qui est détruite, et ça fait remonter les égouts. Voilà, ouais. Et plus ça les va eaux pas usées. Avec la restauration du tout. L'enfer. Je te raconte même pas les odeurs dans le resto. Donc nous déjà pour l'époque on était sur un panier moyen assez élevé, tu vois, on était à 60 €, 60-65 €. Et pour l'époque c'était quand même pour un resto de province et tout. Bref, voilà. Donc c'était compliqué. Donc mon resto se vide progressivement et donc là c'est la descente aux enfers, quoi. Tu vois, je touche le succès quelques mois avant, tu vois, pendant 2 ans. Donc ça marche super bien. Et là, en plus, c'est pas de ton fait. C'est rien que tu puisses, tu peux pas, c'est pas comme si t'avais un mauvais positionnement ou quelque chose qui se passait mal dans le resto. Là, c'est vraiment extérieur à ton resto et pourtant, ça bousille toute la fréquentation, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est exactement ça. Je ne peux rien y faire. Moi, là, j'ai pas je n'ai aucune solution. Tu vois, pourtant, on dit souvent, pour tout problème, il y a une solution. Je suis le premier à le dire. Mais là, je ne vois pas comment je peux m'en sortir. Je me dis, je vais jamais y arriver. Je n'ai pas le pouvoir de stopper ces odeurs et de stopper ce chantier. Alors, maintenant, je pense que les choses se passeraient différemment parce que j'ai des avocats juristes en interne chez moi au bureau. Mais bon, surtout, j'ai de très bons avocats qui m'entourent et j'ai les moyens aujourd'hui financier de pouvoir actionner ces avocats, ce que je n'avais pas à l'époque. Et puis tu sais, c'est une spirale, et puis, quoi. T'es très jeune aussi, hein, faut dire ça. J'avais 27 ans quand j'ai ouvert mon deuxième resto, et puis comme je te le disais, le contexte n'était pas favorable d'un point de vue personnel, puisque ma fille née en 2004, donc quelques temps après l'ouverture de mon premier resto, et à ce moment-là, donc lorsque Lily naît, elle a un petit problème de santé et il faut l'opérer assez rapidement. Donc à un mois, opérer un nouveau-né, tu vois, à un mois, c'est quand même, c'est une épreuve qui est très difficile évidemment pour la maman. Pour moi également et bon pour Lily, mais bref. Oui, c'est dur parce que tu dois être sur tous les fronts en fait. Ça, voilà, en fait c'est impossible. Ouais, c'est dur pour un seul homme parce que je n'ai pas d'associé à ce moment-là. Et c'est là où c'est un conseil que je peux donner et que je donne souvent d'ailleurs. C'est des questions qu'on me pose sur l'association. Tu vois, souvent on me pose des questions, les questions qui reviennent lorsque je fais des talks ou bref. On me demande est-ce que c'est bien de s'associer ou pas, qu'est-ce que t'en penses, quel est ton point de vue sur le sujet. Et moi je dis j'ai souffert de pas avoir d'associé et si je devais refaire une chose, je changerais rien. Je comprends. Mais ça oui. Tu vois, je pense que je m'associerais vraiment parce que tu te rends compte que ça fait beaucoup de bien. Là, je suis associé avec alors pas sur Spock, hein, je suis toujours tout seul. Toujours solo, ouais, ça fait 18 ans, je suis tout seul. Ça me pèse parfois, hein, tu vois, de prendre des décisions tout seul, c'est jamais évident. Bon, j'ai ma DG Sophie avec qui je suis assez proche et qui a je pourrais dire parfois le comportement d'une associée tellement elle est investie dans la boîte. Mais bon, c'est pas la sienne, quoi. Tu vois, après, ça a ses limites et naturellement, on peut pas lui en vouloir. Mais parfois, voilà, j'ai des montées de stress, tu vois, liées à plein de paramètres, évidemment la trésorerie et plein d'autres choses. Et là, quand t'es seul, tu le partages avec personne. Ah, c'est ça. C'est très flatteur durant les moments de succès parce que c'est agréable. C'est vrai. Dit yes, sauf que les moments de doute. Ouais. Et puis, tu veux que je te dise,
moment émotion. Mais même pas, en fait. Mais depuis que j'ai goûté à l'association, notamment avec Loïc, Lolo, et hier on a fêté, donc comme tu disais, les 3 ans de Lolo, et je vois aujourd'hui, on a une répartition de comment dire, en bon français, je sais pas le dire en bon français, mais le succès de Lolo n'est pas que pour un seul homme, tu vois, et on arrive c'est le partage dans tous les sens, quoi. Et donc tout ça pour revenir à notre histoire, je pense que ton témoignage il est intéressant dans ce sens-ci, et je suis certaine que d'autres auront effectivement une vision différente, mais toi ça fait sens parce que ce moment-là, avec cette remontée d'égout et la perte de ta clientèle progressive, où toi tu dois tenir bon pour ton équipe, tu dois être le capitaine. Ouais. Oui, c'est hyper dur. En fait, pour replacer les choses dans leur contexte, t'as un restaurant qui est vide. Ouais. Quasiment. L'autre marche. L'autre fonctionne, mais ça vivote. Mais moi, je suis tellement dans un tourbillon j'allais te dire une vulgarité, mais je suis tellement dans le. Podcast, non, mais tu vois, je suis tellement dans pardon, mais je brasse de la merde, quoi. Tu vois, je fais que ça. Bah, littéralement, en plus. Tu vois. Et chaque jour a son lot de problèmes. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule aujourd'hui? Quel est le problème du jour? Alors, t'arrives, t'as une machine qui casse, mais t'as pas les moyens de la réparer parce que t'as plus une thune. T'as le staff, donc tu te libères du staff, mais parfois tu te rends compte donc que pas tout le monde est bienveillant. Ah ben, de tout le monde. Mais oui, t'en as qui comprennent même pas. C'est-à-dire que les gars, et moi je suis tombé sur des gars, c'était hallucinant, quoi, qui me réclamaient des primes non mais moi je veux ma prime de départ, mais mon gars, moi ça fait genre 6 mois que je me suis pas payé. Ok, je comprends, c'est pas ton problème, mais tu vois bien, regarde dans la situation dans laquelle je suis, quoi. Je suis en train de tout perdre. Je te paye jusqu'au dernier centime ce que je te dois, et là tu vas essayer de me titiller pour me demander des primes auxquelles tu n'as potentiellement pas droit, mais tu es en train de me dire que tu vas te renseigner pour essayer de me gratter jusqu'à l'os. Ah mais t'es épuisé, mais c'est ça qui t'épuise le plus. Après t'as le regard, t'as un peu honte aussi, tu vois, parce que t'as l'impression que ton ego, du coup, on prend un coup, la confiance en soi. Je suis plutôt de nature j'ai confiance en moi globalement dans tout ce que je fais, et j'ai confiance en moi tout court. Et depuis assez longtemps. Sauf que là, cette période-là, je me suis dit, bon, attends, qu'est-ce que j'ai merdé, quoi. Il y a un truc que j'ai fait, qui n'a pas fonctionné. Et puis t'as 2 enfants à charge aussi. Ah oui, mais alors ça, j'ai 2 enfants à charge. La maman de mes enfants s'appelle Vanessa. Vanessa, à l'époque, était à l'hôpital. Elle était hospitalisée parce que elle aussi, elle était déjà. Enfin, il fallait qu'elle soit au chevet de Lily. Elle pouvait pas la laisser hospitalisée. Lily a été hospitalisée pendant une quinzaine de jours avant dès lors qu'elle est née. En fait, elle est restée. Elle est restée à l'hôpital quasiment. On est quasiment pas rentré, si mes souvenirs sont bons, à la maison. On est resté à l'hôpital, et dans la foulée, elle a été opérée. Donc Vanessa est restée en chambre avec elle naturellement. Et à ce moment-là, pardon, mais du coup ça. C'est important. Hein, c'est important de le préciser, mais c'est assez intime ce que je vais te raconter. Mais bon, maintenant, écoute, elle subit un truc pas très cool, Lily, parce que à ce moment-là, il y a l'infirmière se trompe dans un dosage de morphine. Ok. Ouais, et de cortisone. Tu vois. Ça shoot de ouf. Ouais. C'est un nouveau-né. Pour calmer certainement des douleurs, et pour l'apaiser, tu vois. Et donc moi je finis à 1h du matin le resto, et chaque soir où je fermais, j'allais à l'hôpital pour prendre la garde, pour ainsi dire, parce que Vanessa, c'était le moment où elle commençait à s'endormir, et moi je la relayais pour être au chevet de Lily, je sais pas, pour être là, quoi, si elle pleurait, et ensuite à je sais pas, 4h, 5h du matin, je rentrais, je dormais quelques heures et je retournais bosser. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé, Lily avait les yeux complètement révulsés, et donc clairement j'ai sauvé la vie, tu vois. Elle était à ce moment-là hyper mal. J'ai dû appeler le médecin urgentiste qui était là et qui est venu la réanimer, et voilà. Donc ce qui explique entre autres aujourd'hui aussi, pardon, je fais une parenthèse, le mental de ma fille, quoi, tu vois.
si tu la rencontres un jour, tu comprendras beaucoup de choses, notamment ça, tu t'en souviendras parce que elle a un mental. Ah ouais. Et pour revenir au sujet, j'alterne avec les nuits à l'hôpital. Je dors pas beaucoup. J'arrive, je suis hyper tendu. Et puis j'ai un restaurant vide. Et puis j'arrive plus à payer mes échéances, j'arrive plus à payer mon loyer, j'arrive plus à payer mes crédits. Il me reste plus qu'un salarié et moi, on n'est plus que 2 sur un restaurant qui fait 200 mètres carrés en salle. En cuisine, je fonctionne quasiment qu'avec des extras et un chef à temps plein. Voilà, j'ai un peu des copains qui sont là pour venir me faire un peu découverte d'un temps, mais c'est clairement ça sent la fin et il faut que je prépare la fin. Donc à ce moment-là, on est en 2005 en France, lorsque tu signais des crédits, des prêts professionnels, tu étais caution sur ta résidence principale, comme le principe d'une hypothèque, si tu veux. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, j'ai zéro protection à ce moment-là, et pire encore, j'ai ce que l'on pourrait appeler l'équivalent du 49.3 aujourd'hui, c'est un passage en force qui s'appelle l'hypothèque judiciaire. Alors pour être honnête, je ne sais pas si ça existe mais encore. Le nom est sale. Enfin, quand le nom est pourri. Ça, tu te dis que c'est pas bon. Laisse tomber. Le nom est dégueu. Ça s'appelle une hypothèque judiciaire, c'est-à-dire que c'est un huissier qui fait valoir ça. C'est-à-dire qu'en gros, la banque, t'as une dette auprès de la banque. Donc moi, j'avais une dette genre de 500 000 balles. La banque dit ok, tu nous payes pas, mais non, mais les gars, je peux pas. Enfin, on va vendre le fonds de commerce tranquille, on va essayer de voir comment on peut faire. Laissez-nous le temps de nous organiser. Non, ils te laissent pas le temps. Là, à ce moment-là, t'as tout de suite, ils vont hypothéquer judiciairement, donc ils saisissent le tribunal de commerce. L'huissier saisit le tribunal de commerce sans décision des magistrats. C'est une injonction en fait de payer. Il saisit le tribunal de commerce et à ce moment-là, il y a une hypothèque judiciaire sur ton bien. Donc en fait, donc tu perds ton resto. Alors, ce qui est horrible, mais t'imagines la torture mentale. Écoute comment ça se passe. Je dépose le bilan. Donc je pars en liquidation judiciaire et donc là on fait un état des dettes, si tu veux, j'ai globalement 600 000 balles de dettes, tu vois, à ce moment-là. Ça doit être terrifiant, mon pauvre. Ouais, donc là je me dis ok, j'avais économisé pour pouvoir acheter cet appartement, pas dire de mes rêves parce que c'est cliché, mais on avait acheté un bel appartement. Mais attends, avec c'est une immense fierté, et c'est ça. Raison, tu vois. C'est absolument. Donc bon, donc cet appart tu le vends. Voilà, cet appart je le vends par obligation, mais en fait là où je voulais en venir, c'est que la torture mentale, écoute comme c'est terrible, c'est-à-dire que moi je vais aux hypothèques, au service des hypothèques de la ville de Marseille, et là il faut jamais faire ça, le matin même avant de partir en vacances. Donc je pars en vacances, mais genre j'ai tellement pas d'argent pour partir en vacances que, pour donner une idée, on part en vacances dans un truc pourri, dans une auberge, mais on voulait juste prendre l'air, si tu veux. Et là, je vais au service des hypothèques et le service sous le conseil d'un copain avocat, et le service des hypothèques me dit oui, en fait, la banque ne peut pas vous forcer à vendre le bien pour l'instant. C'est-à-dire que ça va être long, mais voilà. Par contre, le jour où vous le vendez, la dette que vous avez auprès de cette banque sera tout sera saisi. Donc en fait, tu restes dans un appartement, tu continues de payer le remboursement de ton crédit auprès de cette même banque. Putain. Tu payes tous les mois, ok, mais tu sais que quoi qu'il arrive, le jour où tu vendras cet appartement, toute la plus-value que tu vas faire, et tu vas devoir rembourser tout ce que tu dois de ton restaurant. Donc, il n'a absolument rien à voir avec... voilà. Donc, alors, c'est horrible. Et puis, en plus, j'imagine qu'à ce moment-là, tu n'as même plus vraiment l'argent pour mais j'ai chaque mois rembourser un prêt, en fait. J'ai plus une thune. Oui, c'est-à-dire que je suis TNS, travailleur non salarié. Ouais. Donc, je n'ai pas de Pôle emploi. Ouais. C'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Bon, moi, j'ai fait le choix avec mon expert comptable depuis tout le temps d'être TNS. Voilà, on est plein avec TNS, voilà, pour plein d'avantages que ça présente. Bref, donc à l'époque, je suis TNS, donc je n'ai pas de Pôle emploi, je n'ai pas de chômage, et donc je me retrouve, donc je n'ai plus, je perds le resto,
pardon, je perds le resto. Et puis là, l'autre resto, le premier, j'avais des salariés, donc je pouvais pas virer. Parce qu'en France, tu peux pas renvoyer les gens comme ça. Alors c'est bien, ok. Certains vont me dire et tant mieux. Oui, bien sûr, les gars. Là, sauf qu'il y a des moments où voilà, quand tu te retrouves dans des situations où tu peux plus payer les gens. Moi là, ça m'arrive sur un de mes restos, c'est compliqué. Tu vois, j'ai pas l'activité qui va avec. Je vais devoir me séparer de 2 personnes. Et comment je fais? Enfin, tu vois, je fais quoi? Mais je ne peux pas. Je suis obligé de vendre le premier restaurant, le fonds de commerce et pour éponger les dettes du dépôt de bilan de l'autre. Donc je vends le premier, je me débrouille avec les salariés pareil, qu'il y a. C'est encore un petit deuil en fait. Enfin, c'est exactement, donc c'est un échec. Non, puis surtout, on parlait d'ego. Là, moi, j'ai mon ego je m'en prends plein la gueule, quoi. Tu vois, c'est là, il faut avoir un mental d'acier pour. T'es là, tu sors quand tu sors boire un verre ou tu croises. Et puis on est à Marseille, on n'est pas à Paris. Tu vois, c'est une ville de province, quoi. Donc il y a de la jalousie, donc ils sont contents que tu te plantes aussi, tu vois. Ah, mais alors, Juville, c'est cool, alors, mais. Bon, c'est dur en ce moment et tout, donc tu vois, voilà, tu te ressasses ce truc. Donc là, je pars pas dans une dépression parce que rapport aux racines, on en parlait, tu vois, j'ai un mental d'acier, donc j'arrive à passer cette épreuve. T'as même pas le temps, c'est plutôt moi j'aurais peur pour toi pour l'après en fait, le moment où tu te poses, parce que sur le coup t'es dans une telle situation d'urgence, j'imagine que t'es juste en cerveau reptilien, ce que tu me disais la dernière fois. C'est ce que je te disais, ouais. Parce que t'as tes enfants à gérer, enfin je pense que t'as même pas le temps, tu dors même pas. J'aurais peur plutôt pour toi du burn-out à l'époque, non? C'est vrai, oui, c'est ça. Mais étonnamment, pas de burn-out. Et je te dis une fois de plus, mais je suis sûr que, et c'est pour ça que vraiment, si c'était à refaire, je referais tout exactement de la même façon. L'endroit où je suis né, les fréquentations que j'ai eues, ça te forge tellement, tu vois, et de 10 à 15 ans, donc quand t'es dans cette cité, c'est le cliché, mais c'est comme dans les séries, quoi, comme ce que tu vois, t'es obligé enfin il faut t'en sortir, quoi. Donc tu peux pas baisser la garde, t'es tout le temps la garde montée, t'es tout le temps, faut te défendre en permanence, il faut pas te laisser faire. Enfin, tu vois, tu rentres vraiment dans un schéma où il faut souvent faire preuve de courage. Bref, et c'est ce qui m'a servi, je pense, par la suite pour traverser toutes ces épreuves-là. Et donc, pour revenir au sujet, je décide de vendre cet appartement parce que je pouvais pas rester avec cette épée Damoclès au-dessus de la tête. J'arrivais pas, c'était psychologiquement insupportable. Donc, je vends l'appart. Je fais une très belle plus-value à l'époque, mais disparaît totalement, qui est fondue totalement sur tout ce que je dois. Et donc, j'ai à ce moment-là beaucoup de chance, c'est que je rencontre pendant que j'étais à poil, on est d'accord à ce moment-là. J'ai plus rien. C'est-à-dire que j'ai le souvenir de bosser en tant que gérant manager pour des amis qui ont un bar à Marseille qui s'appelle le bar de la Marine. Les amis, ça sert à ça. Ils savent que je suis au fond et ils me disent écoute Christophe, il y a pas de souci, tu vas venir bosser, tu vas nous soulager à nous. Donc ça nous arrange, tu vois, il y avait cette notion de bienveillance, soulage-nous, viens faire le soir, tu vois, sans nous dire sans nous dire on va te sortir de la merde mon gars. Non, c'est au contraire, viens et mets ton talent entre guillemets au profit du bar, tu nous fais les fermetures et tout, et comme ça t'es une personne de confiance et c'est cool. Donc c'est exactement ce que je fais, je me mets à la caisse, tu sais, c'est à l'ancienne, c'était plus comme ça fonctionne pas comme ça fonctionne maintenant avec des applis, tu vois, c'était des caisses à la limite avec des tiroirs caisses, tu vois, c'était vraiment non, on était dans l'électronique à l'époque, bref. Et donc t'avais ces caisses là, mais bon voilà, dans ces villes de province t'as beaucoup de vols et tout, tu vois, comme si c'était l'entre-deux-guerres, quoi. Ah ouais mais parce que ça me paraît tellement loin, tu vois, mais en fait non, c'est pas si loin que ça, bref. Mais et on était là avec les minots, c'est ça, avec les minots, c'est exactement ça. Donc il me sauve, je bosse à ce moment-là le soir comme manager gérant. Alors c'est plus comme avant, mais au moins t'as t'es pas hors de la société, quoi, tu vois. Non, je sais que je me réveille le matin, je continue, je m'occupe de toutes mes casseroles.
Ouais. Tu vois, je passe toute la matinée à appeler les fournisseurs, les copains à qui je dois de la thune. Et je leur dis à tous, les gars, je vais laisser personne sur le côté, je vais tous vous payer. Laissez-moi du temps et je vais tous vous payer un par un. Donc c'est exactement ce que je fais. Donc avec le fruit de l'appartement, je paye mon crédit bancaire, je paye ce qu'on appelle les créanciers privilégiés, c'est-à-dire l'URSSAF et la TVA. Et donc ma dette est écrasée complètement sur le côté administratif. Très important de souligner ça pour la suite. Hein. Oui. Et ensuite, déjà qui paye ses dettes s'enrichit. Hein, c'est un proverbe vu comme le monde. Mais tu es clean au niveau de l'argent. Je suis clean au niveau de l'argent, donc je paye tout le côté administratif, fiscal. Je suis propre, tout va bien. Et puis j'ai quelques fournisseurs, mon boucher, mon poissonnier, bref, j'ai quelques fournisseurs à qui je dis voilà, je démarre une nouvelle aventure, faites-moi confiance et je vais tous vous payer. Je travaille au bar de la Marine, donc à Marseille. J'arrive, évidemment, mes amis me payent très bien. Donc, ce qui reste, le delta qui reste, je paye petit à petit ces petits fournisseurs pour leur montrer que je suis de bonne foi et de bonne volonté et que je veux les payer. Pendant que j'étais au niveau le plus haut sur mes 2 restaurants à plein régime et que j'avais cette lumière, j'avais Philippe Houzet, le patron des Galeries Lafayette, qui venait manger régulièrement. Et à ce moment-là, il me propose de faire 2 restaurants Galeries Lafayette. Et c'est là que, en 2005, Spock est né. Incroyable. Et je fais une brasserie également, qui s'appelait le -1. Donc, je lui fais une brasserie et Spock. Et puis donc là, toi, tu repars en création, mais co-création cette fois-ci. Alors non, je pars sans associé. Ok. Mais aux Galeries Lafayette sur un contrat de 3 ans, donc de concession classique. C'est exactement, je t'en parlerai plus tard, ce que j'ai avec des égouts propres. Oui, bien sûr, voilà. Mais c'est exactement ce que j'ai par exemple chez Veja aujourd'hui, tu vois. Donc je repars donc chez quelqu'un entre guillemets. Donc là, je ne suis pas chez moi, j'ai pas de fonds de commerce, mais justement. J'ai un investissement qui est maîtrisé et j'ai un investissement ce qu'on appelle les CAPEX, qui sont à la charge d'une partie des Galeries Lafayette, mais à l'époque, j'avais mal négocié, j'en prends beaucoup à ma charge. Mais au moins, ça te permet de te dire, je suis pas un as totalement, on croit quand même à moi. Oui, bien sûr. Là, les Galeries Lafayette me font complètement archi confiance. Et toi, dans ta tête, tu te dis quoi ? Ah ben non, moi, j'ai une telle détermination, si tu veux, à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il y a rien qui peut m'arrêter. Je suis passé par le pire. Je suis passé par le pire physiquement même, tu vois, je me sens affaibli physiquement. Je suis passé par le pire moralement. Bref, un peu tous les sentiments et les émotions qui se mélangent. Et là, je me dis, c'est ok, tu vois, je sors la tête de l'eau et je construis un projet. Donc, je repars avec mon architecte José Morales. Comme je n'ai pas érudit, comme je n'ai pas l'argent pour le payer, je dis les Galeries Lafayette avaient besoin d'un archi pour refaire tout leur magasin. Wow. Donc je donne le marché à José. Et en contrepartie, je lui dis tu me fais mes 2 restos gratuitement. Tu vois, c'est comme un apporteur d'affaires. Évidemment, il le fait parce que c'était un très gros marché les Galeries Lafayette. Et voilà. Et l'histoire part de là et Spock est né en 2005 et je fais ce resto pendant et le resto dessous la brasserie également. Et puis je réalise que en étant à la brasserie tous les jours et en me faisant éclater, genre je fais 100 couverts par jour, donc je suis complet parce qu'on avait 80 places assises, on renouvelle un petit peu. C'est énorme. Ouais, on se fait dégommer tous les midis. Mais je me rends compte que je fais le même chiffre d'affaires avec 8 personnes en bas à la brasserie et que Spock où j'en ai 3. En haut, je fais le même chiffre. Et là, je me dis, tiens, c'est quand même assez curieux. Il y a peut-être quelque chose à creuser là avec ce concept-là. Et à l'époque, le seul qu'il y avait en France le positionnement, c'était Cogent. Ok. Donc, qui a fait son premier en 2004, il me semble, 2005. Et je viens à Paris, un bon provincial, tu vois. J'arrive à Paris, je regarde un petit peu ce qui se fait et je découvre Cogent. Et je me dis en fait c'est ça quoi, tu vois. Et je décide de faire un Cogent mais à la méditerranéenne quoi, à la marseillaise, tu vois. Avec en gros j'ai beaucoup de respect pour Cogent évidemment pour ce qu'il a fait, je trouve que c'est d'ailleurs formidable, c'est une très belle aventure mais
Mais bon, je sais plus ce qu'il en est aujourd'hui. J'ai un positionnement, merci, qui est complètement différent, avec ce côté très méditerranéen, beaucoup plus chaleureux. Tu vois, on a des restaurants qui ressemblent vraiment à des restaurants et non pas à des bars à salade et des bars à poké, tu vois, aseptisés. On a vraiment, on a des restos qui sont bruts, qui sont plutôt très virils, tu vois, parce que à l'origine, on est 3 potes. Donc, j'ouvre ce resto avec Bruno qui était mon serveur au Zé quand j'étais au fond du trou, qui est resté avec moi, qui est mon ami aujourd'hui. Tu disais que t'étais entouré de Corses, c'est ça? Ouais. Ah ouais, non mais c'est dingue. Et moi, en fait, si tu veux, j'ai tellement été, normal, tu me diras, mais loyal à son égard. Oui, et droit, je lui ai payé, jusqu'au dernier centime ce que je lui devais malgré ma situation très compliquée. Donc, comme je te disais, je travaillais le soir au bar de la Marine pour lui payer le reste de congé, le solde de congé payé que je lui devais. Donc, de mon argent perso et pas de la société, bref. Il a évidemment apprécié ça, mais il a vu en moi un côté, de la confiance. Voilà. Et ça m'a valorisé à ses yeux. Et puis, il a décidé de venir bosser avec moi. Sur Spock aussi. Aujourd'hui, pour boucler, c'est mon associé sur un des Spock à Marseille. Trop bien. Ouais, on a le Spock dans le quartier des Docks à Marseille qui cartonne et on est associé sur ce Spock-là. Symboliquement, parce qu'il a pas besoin de moi, c'était juste la symbolique, tu vois. Il est tout seul, il se débrouille très bien, mais c'était juste parce qu'on voulait être associés ensemble, quoi, tu vois, 20 ans plus tard. Ouais. Voilà, 18 ans plus tard, pardon. Et bref, tu voulais poser une question? Ah ouais, il y a une question, mais je te coupe la parole en la posant. Et moi, je me demande aujourd'hui, donc t'as beaucoup de restaurants. Est-ce qu'on arrive aussi à apprécier le succès quand il arrive? J'ai dit 2 fois arrive dans ma phrase. Ouais. T'es bien jusque là. Tranquille, c'est un podcast. Tu disais toi-même, on est dimanche soir, on est en totale détente. À partir du moment où on dit saut de merde, je crois qu'on peut se permettre de arriver. Ouais, exactement, on peut tout se dire. Et puis, en fait, la question est hyper pertinente. Est-ce que t'es toujours dans ce truc de plus parce que tu gardes cette trouille en toi? Ou est-ce que tu réussis à accepter et à apprécier le succès aussi? Ouais, ça relève d'une question psy. Il faudrait vraiment faire une psychothérapie. Moi, je sais qu'il faut que je travaille ça. C'est un des points qu'il faut que je travaille vraiment en profondeur. Ce besoin sans cesse de toujours plus. Et du coup, ne pas se poser sur le travail accompli et de se dire, ok, c'est quand même bien là ce qui vient d'être fait, ces dernières années, ce qui a été fait et ce qui est fait maintenant. Viens, on apprécie tout ça, tu vois. Ouais. Ce qui me rend heureux, les moments qu'on a passés hier, par exemple, pour l'anniversaire de Lolo, c'est de voir à quel point j'ai réussi à fédérer les équipes entre elles qui ne se connaissaient pas et savourer le succès. Je crois que au fond, j'ai toujours peur au fond de moi de trébucher, tu vois. Et je me dis, comme j'avais trébuché très fort dans le passé en 2005, ce que je te confessais là, je crois que intrinsèquement, je dois avoir peur de nouveau trébucher. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche presque trop bien, j'ai la trouille. Ouais, tu vois, il y a peut-être un côté comme ça je sais pas, j'appréhende un petit peu et est-ce qu'il y a aussi encore en toi un peu le petit jeune de 15 ans qui a une grosse revanche à prendre? Est-ce qu'il est encore là, tu crois? Oui, en fait. C'est apaisé. Non, je crois que il est toujours là. Mais t'as pas idée comment je pourrais te dire ça. Sans que ça ait un côté puant mais en même temps t'attends de moi que je sois honnête et que je te dise les choses telles que je les pense. Puant, je sais pas, j'ai une bougie parfumée mais j'arriverai à gérer. Tu vois, non mais je veux dire, j'ai peur, je veux pas paraître je veux pas faire preuve de prétention, je veux pas que mon propos soit, mais oui, parfois ça répond partiellement à ce que je suis fier de ce que j'ai accompli parce que j'ai vraiment bouffé mon pain noir, mais vraiment, je l'ai bouffé, quoi. Et surtout, donc en 2005, avec l'anecdote toutes les anecdotes que je t'ai racontées avant, mais pas que, mais derrière, parce que même avec Spock, mais comme j'ai galéré, là, c'est sûr, aujourd'hui,
on est sur une belle vibe, on a une 50aine de restos, on a, je sais pas, 5, 6, 10 demandes par semaine de gens qui veulent... Tu vois les articles, c'est tout réussi à oui, Spock, enfin c'est ce qu'on voit. C'est cool, mais qu'est-ce qu'on a galéré. Tu vois, on a dû fermer des restos qui marchaient pas aussi, parce que ça doit être le traumatisme des années avant qui revient dans ces Mais cas-là. en fait, ouais, ça me rappelle une interview de Michael Jordan où il y avait un journaliste qui lui posait cette question et qui lui disait mais c'est pas possible, mais comment vous faites pour mettre ce panier à la perfection? Vous êtes d'un bout à l'autre du terrain et juste comme ça, d'un seul coup, bam, d'un seul coup, vous arrivez à mettre ce panier. Et lui, il explique qu'avant d'arriver à mettre ce panier d'un seul coup, il a échoué 1000 fois avant. Ouais, c'est le meilleur protagoniste pour. 1000 fois à côté avant d'arriver à le mettre une fois. Et moi, mais évidemment, je ne suis pas Michael Jordan, mais j'ai dû aussi fermer des restos et parce que ça ne fonctionnait pas et parce qu'on a fait des erreurs et hélas, on continue d'en faire. Alors, on les maîtrise, on en fait de moins en moins. Mais on en fait encore, tu vois, on n'est pas parfait. Mais c'est un métier, mais laisse tomber. Il faut tout le temps avoir les mains montées, comme on dit à la boxe, donc avoir sa garde, tu vois. Et tu ne peux pas baisser la garde. D'où le yoga le dimanche. Je comprends mieux. Le yoga le dimanche. Qu'est-ce que tu as envie de dire au toi qui a 27 ans donc et qui est en train de tout vendre, qui est en train de vendre l'appartement pour lequel il s'est saigné, sa grande fierté aussi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Moi, j'ai envie de lui dire tout va bien se passer. Ça va aller et tout va bien se passer. Mais très franchement, quand tu passes toutes ces épreuves-là, tu te rends compte que rien n'est grave en fait. Je vais planter le chef, tu comprends, il est plus là, mais je sais plus comment faire, mais comment je vais. Et puis là, puis on fait pas les chiffres, mais ça va aller en fait. On se pose, on va structurer ton problème, on va essayer de comprendre d'où ça vient, et tu verras qu'on va trouver des solutions. Et voilà. Donc en gros, j'ai envie de lui dire tout va bien se passer quoi. Ça t'a transformé en tant que personne? T'es le même à l'intérieur ou alors est-ce que tu crois que vous auriez presque du mal à vous reconnaître tous les deux? Moi, je suis le même, je pense. En fait, je suis tellement fier d'être Marseillais, tellement fier d'être né là où je suis né. Je suis tellement fier de dire que je suis né à Félix Piat, de dire que j'ai passé toute mon enfance dans cette cité, de dire que mes racines sont orientales, méditerranéennes et que j'ai cette chaleur humaine et ce soleil dans le cœur, tu vois. Mais je suis vraiment très très fier de ces origines-là, en fait, de cet ADN. Voilà, et je suis persuadé que cet ADN-là m'a forgé pour tout ce que je traverse même encore aujourd'hui. Sinon, la vie est longue. La vie est longue et là, si je commence aussi à te raconter il y a encore des problématiques. Les ennuis, tu ouvres des restos en permanence. Voilà, forcément, exactement. Non, mais c'est vrai. Il y a chaque resto en ce moment quasiment à son problème quoi. Tu vois, dès que je termine de régler le lot de problèmes sur un, voilà qu'un autre démarre. Tu vois, donc il y a une ouverture, donc ça se met en place. Tu te rends compte que parfois le casting n'a pas été le bon, tu te rends compte que tu as fait des erreurs, il faut rectifier tout ça, tu vois. Et c'est quoi ta vision alors justement du fait de faire des erreurs? Par rapport aux erreurs, tu veux dire le rapport Ouais, cette vision de l'échec qui toi t'a beaucoup appris. Moi, j'ai envie de te dire, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, et ça c'est une vérité. Le rapport avec l'erreur et les problèmes change, tu vois. Tu te dis bon, mais ok, si je me plante, très bien. Quelles seraient les solutions qui s'offrent à moi, quelle approche je dois avoir. Voilà. Et oui, on met sa honte de côté pour chercher des solutions en fait quand on le voit comme ça et quand on t'apprend ça. Je trouve ça génial d'en parler dans les écoles. Il y a un mais après je crois que c'est très anglo-saxon. Hein. En fait, j'ai un ami qui vit aux États-Unis qui me disait qui travaille dans la finance et qui me disait qu'il trouvait ça suspicieux quand ils recrutaient dans les grandes banques à des gros postes.
bien sûr, hein, pour les postes de cadre sup, ils trouvaient ça suspicieux lorsque la personne n'avait jamais subi un échec, parce que ils allaient tous se poser la question, mais si demain on doit avoir des turbulences dans l'équipe, comment tu vas gérer ça chez nous en interne? Et c'est aussi beaucoup le cas des entrepreneurs aux États-Unis. On veut pas prêter de l'argent à un entrepreneur qui n'a jamais eu d'échec parce que du coup, il a pas encore fait les erreurs. Donc ça veut dire qu'on donne de la tunasse à quelqu'un qui va forcément se planter à un moment. Ouais, non mais c'est sûr, c'est exactement ça. Et là, c'est le patron des Galeries Lafayette, il a tout capté avec toi. Tu vois ce que ouais, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est la résilience, c'est cette capacité, c'est ce que je te disais, c'est ce cerveau reptilien qui à un moment prend le relais et tu n'as pas d'autre choix que de te sortir de la merde en fait, et tu te dis il y a personne d'autre que moi qui peut le faire surtout. Tu vois, j'ai vécu ça là il y a 1 an sur des post-Covid, sur des problèmes, sur des ouvertures que j'ai eues. J'imagine. L'enfer. J'ai ouvert plusieurs restos en même temps et j'ai eu des problématiques sur 3 d'entre eux et c'était en cascade des problèmes à gérer tous les jours. Et je me disais mais je c'est pas possible. Comment je vais faire pour m'en sortir? Et là, t'as ce cerveau reptilien qui prend le relais quoi. Tu vois, et tu te rends compte que c'est hyper bien fait en fait la nature, tu sais ça. De derrière là, tu sais, tout au fond là comme ça. Dommage qu'on n'ait pas filmé, tu sais. Hop, il vient devant pour se substituer à ton cerveau. Tellement plus fort en fait que ce qu'on croit. Et oui, c'est ça. Et à ce moment-là, t'as ce second souffle qui arrive. Et c'est ok. Et qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer cet épisode Ouais, parce que on devait faire combien? Genre ça va faire J'ai arrêté de compter. Genre ça va faire le podcast le plus long que t'aies jamais fait. Moi je les ai écoutés, j'en ai écouté beaucoup. Franchement, Ça me fait plaisir. C'est grâce à toi, donc je te disais mes statistiques. Ah ouais. Merci. Mais j'en ai écouté vraiment beaucoup. Et tu t'étais mis le pari de doubler. Ouais, mais je me suis dit, il faut que je fasse plus, toujours plus, toujours plus que les autres. Je vais ouvrir des filiales de la leçon, tu sais. Tu vas m'expliquer ton modèle et je vais faire ça. Il faudrait que tu le fasses. Tu te rends compte que quand t'as fait du bon boulot, en tant que gérant et en tant que restaurateur, pour ma part, en tout cas, les gens le voient et les gens s'en rendent compte et tôt ou tard ça paye dans le bon sens. C'est-à-dire que tu t'as fait du bon boulot, on vient de proposer des associations de l'autre côté, tu vois. Donc ça fonctionne. Ça paye toujours. Et j'ai l'impression parfois que quand on est dans un moment d'échec, on a forcément une vision noire des choses, c'est humain. On a l'impression qu'on repart de zéro. Et dans ton cas, tu repères absolument pas de zéro parce qu'on te propose une association Galeries Lafayette, mais maintenant tu sais quoi. Et ce qui est génial aussi, le souvenir que j'en ai, c'est que quand tout va mal et que tu remontes un business et que ça cartonne. Ouais. Et là, si tu veux, ça décuple ton plaisir. C'est clair. Tu vois, t'as pris ta revanche. Ouais. Mais la saveur de cette revanche, elle est complètement différente, quoi. Tu vois, elle est décuplée, quintuplée, elle est amplifiée de ouf. Et là, dans la rue, tu reviens et t'es là. Ah, alors ça dit quoi? Non, mais c'est ça, tu vois, c'est vrai. Tu pourrais narguer, mais t'as même pas besoin. Mais parce que c'est plein. Tu remontes un business et c'est plein à craquer. C'est tellement cool, quoi. Mais la saveur de la victoire est encore meilleure. Ouais, la saveur de la victoire, elle est meilleure, ouais. Mais il faut entreprendre et c'est bien d'entreprendre. Il faut s'associer, la conclusion, entreprendre avec un associé et il faut s'associer, c'est ça. Moi, je pense, si on a les moyens de le faire. Récemment, je l'ai fait, merci beaucoup, Christophe. Merci à toi, Pauline. Moi, j'ai envie de t'appeler Paulette. Écoute, c'est un peu le but, hein. C'est mon surnom. Donc... Alors, je t'appelle Paulette. Merci à toi, Paulette. Peut-être qu'il y a encore quelques auditeurs qui vont pas comprendre. Attends, Pauline, Paulette. Ça va apporter la confusion, là. Un jour, je vais me faire appeler Anna et je vais disparaître. Et je vais réinventer ma vie. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.